le bi-hebdomadaire Alternative accuse Ouassem de bénéficier du statut de société de zone franche. Si elle est avérée, cette situation est contraire aux dispositions du Code d'investissement en vigueur au Togo, qui en exclut toutes les entreprises d'exploitation minière. La représentation nationale veut savoir si la société Ouassem bénéficie ou non du statut des entreprises de la zone franche. Dans le cas d'une réponse affirmative, les députés souhaitent connaître les dispositions envisagées par l'Office togolais des recettes, OTR, pour procéder au redressement fiscal conséquent de cette entreprise et de ses actionnaires. En outre, vu la vive polémique soulevée par l'affaire Panama Papers à propos des actionnaires de cette société, les députés voulaient savoir 1. Le contrat qui lie cette société à l'État et 2. La liste des actionnaires de cette société. Je vous remercie. Ont signé Gogué, Kampati et l'Alternative, de même que le journal en ligne français Le Monde Afrique, ont rendu public des informations sur l'entreprise togolaise Ouassem. Ces informations et révélations manifestent de graves dérives économiques et politiques dans la gouvernance du pays. Elles suscitent l'inquiétude des populations et soulèvent notamment les problématiques suivantes. 1. L'évasion fiscale incriminée prive l'État togolais d'importantes recettes budgétaires. 2. Le bénéfice par l'entreprise Ouassem du statut de zone franche, de même que son maintien en zone franche, malgré l'expiration du délai légal, viole la loi. 3. La présence dans l'actionnariat de Ouassem aux côtés de l'État et des plus hautes autorités de l'État discrédite la fonction gouvernementale. L'entreprise Ouassem, répertoriée par l'ITIE Togo comme œuvrant dans l'extractive minière, figure sur la liste des entreprises bénéficiaires du statut d'entreprise de zone franche. Cette situation pose des questions fondamentales qui appellent l'éclaircissement à la représentation nationale. Comment Ouassem, qui est inéligible au statut de zone franche en tant que société minière, a-t-elle pu bénéficier de ce statut en violation de l'article 7 de la loi numéro 2011-018 portant statut de la zone franche? Comment Ouassem a-t-elle pu se maintenir en zone franche en dépit de l'expiration de tout délai légal et qui lui a accordé des passe-droits à cet effet? Pensez-vous qu'il y a un inconvénient à ce qu'un Premier ministre de la République soit actionnaire dans une société où l'État est lui-même actionnaire? Pensez-vous qu'on peut servir l'État et faire des affaires aux côtés de l'État sans courir le risque de s'exposer à des conflits d'intérêts ou à des prises illégales d'intérêts? Les signataires demandent expressément au gouvernement d'engager dans les meilleurs délais les actions appropriées permettant de faire la lumière sur les activités de Ouassem, notamment une enquête indépendante sur les opérations offshore de la société Ouassem, objet des publications des Panama Papers. Un audit institutionnel destiné à clarifier le statut juridique et légal de Ouassem au Togo. Un audit comptable et fiscal de la société Ouassem permettant de procéder, le cas échéant, à un redressement fiscal conséquent. De plus, l'évolution de la zone franche depuis sa création et les abus constatés dans son fonctionnement conduisent à la conclusion qu'elle n'est finalement destinée qu'à promouvoir l'affairisme de la minorité qui accapare les richesses nationales et encourager l'évasion fiscale et les sorties illicites de capitaux. Ce sentiment se trouve renforcé par le fait que ni le chef de l'État, ni vous-même, malheureusement il n'est pas là, ni les autres personnes assujetties par la Constitution à la déclaration de revenus n'ont plus devoir s'y soumettre. Voilà pourquoi les signataires exigent un audit de la zone franche permettant une évaluation générale des conditions dans lesquelles le statut de zone franche est effectivement accordé, des modalités de gestion des avantages accordés, du suivi et du contrôle de conformité des entreprises admises en zone franche, de l'organisation et du fonctionnement des structures administratives en charge de ces missions. Enfin, les signataires rappellent que le chef de file de l'opposition
vous a demandé, dans une lettre qu'il vous a adressée courant mai 2016, des renseignements au sujet des sociétés d'État, des sociétés dans lesquelles l'État détient une participation, ainsi que des sociétés d'extraction minière. Il s'interroge sur les raisons de l'absence de toute réponse de votre part et vous demande de faire diligence pour communiquer ces informations conformément à l'article 12 de la loi portant statut de l'opposition. Les populations togolaises attendent du gouvernement qu'il apporte à la représentation nationale toutes les explications susceptibles d'apaiser leurs inquiétudes. S'agissant des statuts, du statut de WASEM, de l'actionnariat, et je voudrais vous apporter les éléments de réponse qui sont les suivantes et vous dire que la société WASEM est titulaire d'un permis d'exploitation minière octroyé en 1996 et s'est vu donc accorder par l'État une convention d'investissement en date du 22 mars 2000, approuvée par un décret qui est le décret numéro 2000/12, pris en Conseil des ministres le même jour et publié au journal officiel le 2 septembre 2000. En vertu donc de l'article 8 de cette convention, l'investisseur, à savoir WASEM, bénéficie des mêmes avantages et garanties qu'une société agréée au statut de la zone franche de transformation pour l'exportation instituée par la loi numéro 1989 du 18 septembre 1989, après que l'article 7b ait indiqué que cet investisseur bénéficie des mêmes garanties de stabilité que celles des entreprises en zone franche. Ce régime s'applique pendant toute la durée de la convention, soit aussi longtemps que l'investisseur détient un titre minier dont la durée initiale est donc de 20 ans. La convention d'investissement accordée à la société WASEM trouve donc son fondement dans les articles 8, 52, 53, dernier alinéa, et 56 du Code minier. Ces articles prévoient qu'une convention d'investissement approuvée par le Conseil des ministres et négociée par le ministre des Mines peut stipuler des avantages fiscaux et douaniers autres que ceux qui se trouvent dans le Code minier. C'est donc en application de ces textes et sur le fondement de la Convention d'investissement du 22 mars 2000 que la société WASEM bénéficie des mêmes garanties et avantages que les sociétés agréées en zone franche sous le statut de la loi numéro 1989-14 du 18 septembre 1989. Le statut juridique et fiscal de la société WASEM est donc parfaitement légal de notre point de vue. De sorte qu'il n'y a donc pas matière de déclencher le moindre audit juridique et fiscal sur le statut de la société WASEM. L'observation ou la question selon laquelle la société WASEM bénéficierait indûment du statut de la zone franche issue de la loi numéro 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle qui exclut les entreprises minières de ce nouveau statut est, de notre point de vue, pas fondée. Dès lors que la société WASEM ne bénéficie pas de ce régime, mais de celui de la loi 1989-14 du 18 septembre 1989.
1989 précité en vertu d'une convention d'investissement légalement fondée sur le code minier. En conclusion donc, la société Ouassem exerce ses activités sous un régime fiscal et douanier conforme aux lois et règlements applicables en République togolaise. Elle ne bénéficie d'aucun passe-droit. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas donner à l'Assemblée ici les détails de l'actionnariat de la société anonyme. J'avais eu déjà, lors d'une discussion ici à l'Assemblée, lors d'une discussion du budget, à dire que je comprenais très bien le besoin d'information de l'Assemblée nationale et qu'il me semble aussi que les citoyens qui sont donc actionnaires bénéficient aussi de la protection de la loi par rapport à la publication de certaines informations. Par contre, ce que je peux dire, ce que je peux donner comme information, c'est d'une façon générale la composition du capital de Ouassem. Nous avons donc la société Patel, donc, qui a 40,51%, Moparti qui ont donc 23,5%, Chat qui est donc à 17,09%, l'État togolais qui est à 10%, et les privés togolais qui sont à 4,55%, et Quas Limited qui est à 4,27%, ce qui fait un total de 100%. Voilà ce que je peux dire sur cette question et sur les accusations. Le deuxième point, le deuxième volet des questions qui concernent les accusations d'évasion fiscale publiées dans Panama Papers. Je voudrais à cet égard dire que le gouvernement partage votre préoccupation et n'a pas attendu d'être interpellé pour diligenter les audits au plan fiscal. Des investigations sont en cours par les services de l'OTR. Et à ce jour, nous n'avons pas encore les conclusions définitives de cette investigation. Et comme vous le savez, les règles d'une investigation, qu'elle soit criminelle, qu'elle soit policière ou qu'elle soit fiscale, requièrent, disons, une certaine prudence et une certaine confidentialité pour garantir la réussite des investigations. Elles sont en cours et nous n'avons pas encore les conclusions définitives. Par ailleurs, je voudrais aussi rappeler que les règles d'une investigation requièrent que nous ne publions pas les résultats d'un audit qui n'est pas encore achevé. Et pour la bonne réussite d'ailleurs de cette investigation, il n'est pas approprié de communiquer sur les conclusions auxquelles nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore parvenus. Donc les services de l'OTR sont actuellement au niveau de Ouassem. Il y a eu des enquêtes préliminaires qui ont été conduites dès lors que nous avons eu vent à travers les médias des publications de Panama Papers. Donc, et actuellement, donc, c'est des enquêtes plus approfondies qui sont en cours. Alors, si des infractions ou des irrégularités ont été commises,
elles feront l'objet de poursuites et de redressements. La question relative à l'utilisation des fonds versés par la SNPT aux préfectures de Vaud, Zior et Lac. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais, avec la permission de l'honorable député Jean Kissi, corriger une petite chose dans sa question. Au fait, il ne s'agit pas de fonds versés par la SNPT aux préfectures, mais il s'agit plutôt des taxes, notamment les taxes foncières, les taxes professionnelles, les taxes d'enlèvement d'ordures et autres. Donc ces taxes sont versées d'ailleurs même pas directement aux préfectures, dans le temps, avant 2014, aux directions préfectorales des impôts. Et depuis 2014, avec l'arrivée de l'OTR et le souci de traçabilité, toutes les taxes sont centralisées au niveau du commissariat des impôts. Donc, ces taxes, effectivement, sont versées au service des impôts qui rétrocèdent une partie aux préfectures, notamment les préfectures de Zior, de Vaud et des Lacs. Quant à l'utilisation, j'avoue qu'aucune disposition légale ne permet ni à la SNPT ni au ministère d'avoir un devoir de regard sur l'utilisation, mais je peux facilement imaginer que ces taxes font partie intégrale des ressources de ces préfectures pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Voilà en quelques mots les éléments de réponse effectivement que je peux apporter, mais je reste évidemment à votre disposition s'il y a d'autres choses à ajouter. Voilà pour la première question, enfin, qui m'est destinée directement. La deuxième question est relative à la rupture du contrat entre le Togo et la société exploitant le fer de Bangély. Et cela a été posé toujours par l'honorable député Jean Kissi, que je remercie encore une fois. Disons que ce contrat, en réalité, n'est pas encore rompu. J'insiste sur le mot « pas encore rompu ». Mais au regard des carences observées, au regard du non-respect de certains termes du contrat qui lie la société à l'État, au regard de l'inobservation des recommandations issues des études d'impact environnemental et social, et même au regard, c'est concret sur le terrain, depuis 2015, on constate effectivement qu'il n'y a pas d'activité. À mon humble avis, je pense effectivement que cette rupture est inévitable. Mais, depuis que je m'intéresse au secteur des mines, j'ai constaté quelque chose. C'est un secteur où rien n'est simple. Même quelque chose qu'on peut imaginer très simple peut révéler une complexité extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle dans les négociations, on fait preuve de beaucoup de prudence. D'ailleurs, on a demandé et obtenu l'appui des services juridiques de la présidence pour nous accompagner dans les discussions avec la société. Parce que notre souci est effectivement d'arriver à la rupture, mais sans aucun préjudice pour l'État togolais. Vous comprenez alors qu'on est obligé de faire preuve de beaucoup de prudence et malheureusement ça prend aussi beaucoup de temps. Mais je peux vous rassurer effectivement qu'on conduira le processus à son terme en évitant effectivement les pièges juridiques que cela peut comporter. Nous avons pu résoudre ce problème en ce sens qu'il y en a qui ont demandé qui arrivent à importer du ciment à part les 3 sociétés de production
je veux parler de Simtogo, Fortia et Diamond. À part les trois, il y en a qui ramènent du ciment de l'extérieur. Il s'agit de Dangote, qui depuis un certain temps nous approvisionne aussi en ciment. Mais avant même l'arrivée de Dangote, je crois avec les cimentiers, nous avions pu trouver une solution d'approvisionnement. C'est vrai que quand nous avions des difficultés d'approvisionnement, certains distributeurs profitaient pour spéculer sur les prix, et alors que le prix du ciment au Togo est homologué pour que tous les citoyens sur le territoire achètent le ciment au même prix. Ce qui fait que nous surveillons la structure du prix du ciment au Togo. Donc, c'est pour ça que le ciment est vendu au même prix sur tout le territoire. Et quand il arrive qu'il y a un manque de ciment au Togo, certains distributeurs en profitent pour spéculer, donc vendre plus cher que ce qui est prévu par le gouvernement. Sinon, officiellement, le prix de la tonne du ciment Simtogo est de 81 000 au Togo, Fortia est de 80 000 et Diamond est aussi de 80 000. Et pour ne pas créer un dumping, quand Dangote est arrivé, nous avons exigé également que Dangote puisse vendre son ciment pas en dessous de 80 000. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui sur le territoire. Et depuis ce temps, depuis 2 ans environ, nous n'avons plus de problème de manque, de pénurie de ciment sur le territoire. Avant même que je ne vienne ici, nous avons pris sur nous de vérifier que sur tout le territoire, on n'a pas de soucis. Effectivement, avec les cimentiers, Simtogo, Fortia, nous avons pris sur nous de créer à Kara et à Dapon des dépôts de stock de ciment. Et aujourd'hui, si je prends le cas de Simtogo, il fournit dans ces dépôts environ 300 tonnes par semaine. Et nous n'avons plus vraiment de problème à ce niveau-là sur le territoire.